Imaginez que vous avez fait passer toujours un test de Weiss sur deux groupes de personnes, 25 personnes dans l'une et 30 personnes dans l'autre. D'accord? Deux groupes d'étudiants qui peuvent éventuellement être, par exemple, être issus de deux filières différentes, que sais-je. Et puis vous observez les variances sur l'un et sur l'autre groupe. La première est de 14,5 au carré et la deuxième est de 15,1 au carré. Et comme c'est la Weiss, vous savez que la Weiss dans la population générale c'est 15 au carré, la variance. Et vous vous dites, tiens, c'est marrant, 14,5 au carré, 15,1 au carré. J'ai l'impression que dans le premier groupe, il y a un petit peu moins de variabilité de score que dans le deuxième. Moins de variabilité, ça veut dire que potentiellement, si, en tout cas si on pouvait confirmer cette moindre variabilité, que les gens se ressemblent plus en performance dans le groupe numéro 1 qu'ils ne se ressemblent dans le groupe numéro 2. Bon. Mais on se méfie toujours parce que ce sont des statistiques empiriques. S1 carré, S2 carré, ici sont des nombres que j'ai obtenus sur des échantillons, et je sais très bien que si je recommence la même étude sur les deux mêmes filières, il se peut fort bien que j'obtienne pas du tout les mêmes variances, il y a une variabilité intrinsèque, autant sur S1 carré que sur S2 carré. Donc, je dois avoir un jugement qui s'appuie sur des considérations distributionnelles, c'est-à-dire qui est capable de prendre en compte le fait que les résultats qu'on obtient sont des réalisations singulières de résultats qui auraient pu être bien plus divers que ça et plus dispersés, plus hétérogènes que ça. Donc, on utilise pour ça des statistiques de décision. De deux choses l'une, soit les variances sont les mêmes dans les populations parentes dont sont issus ces deux groupes, sigma carré égale sigma 2 carré, ok, soit elles sont différentes. Là, vous notez, dans le problème dit de l'homogénéité des variances, c'est toujours bilatéral par défaut, parce que la seule question qui nous intéresse ici, c'est peut-on dire ou non qu'ils ont la même variance? Donc la contradiction de ça, c'est peut-on dire ou non qu'ils ont des variances différentes? D'accord? Il n'y a pas de raison particulière de privilégier un sens ou un autre ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'usage d'une variance commune dans le T de student qui va nous permettre plus tard, plus loin, à terme, de comparer des moyennes. D'accord? Et par conséquent, on cherche juste ici à tester le fait qu'on peut conclure que les moyennes sont raisonnablement semblables, ou au contraire qu'on détecte que potentiellement elles sont différentes dans les populations. Il n'y a pas du coup dans cette application particulière d'unilatéralité, mais ce test que je suis en train de vous montrer peut sans aucun problème devenir un test unilatéral. D'accord? On va le regarder d'ailleurs tout de suite, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'application que nous allons en faire ce semestre sera exclusivement bilatérale, puisqu'il va nous servir uniquement à tester l'égalité des variances versus leur différence. En tout cas ici, quand on applique cette stratégie, ce test de Fisher, on dit la chose suivante. Si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire sigma 1 carré égale sigma 2 carré, alors, et par ailleurs, bien sûr, si la distribution des scores QI est bien normale dans chacune des deux populations, attention, dans la définition de la loi de Fisher, il y a le rapport de 2 qui 2. Et pour que ce soit bien qui 2, les stats que nous avons ici sur les variances, il faut que dans le calcul de la variance, ici, ce qui soit impliqué, ce sont des scores normaux. On retrouve exactement ce que nous avons déjà dit au cœur de la loi de Student, quand on a utilisé cette statistique-là, on a dit attention, pour que ce soit qui 2, il faut vraiment que le calcul porte sur des scores qui sont issus de la loi normale. Bah, ici, c'est la même chose dans la loi de Fisher, dans la mesure où ça combine 2 qui 2, bah, il n'y a pas à tortiller. Il faut vraiment que ces statistiques qui 2 qui sont là aient été calculées sur des scores qui suivent une loi normale ou qui sont issus d'une loi normale aussi. Donc ça, c'est vraiment une condition également importante. Donc si les scores sont indépendants, s'ils sont issus chacun dans les deux populations de loi normale, on sait que la statistique qui fait simplement le rapport des deux variances suit une loi de Fisher, dont les paramètres, j'ai oublié de le dire, c'est quoi les paramètres d'une loi de Fisher, c'est simplement les degrés de liberté des 2 qui 2 que vous avez mélangés dedans. C'est très simple, puisque finalement c'est un rapport de 2 qui 2. Les deux seuls trucs réglables dans cette construction, c'est les degrés de liberté de chacune des qui 2 composantes. Et par conséquent, les deux paramètres sont simplement nombre de degrés de liberté de la première qui 2, nombre de degrés de liberté de la deuxième qui 2. C'est ça les deux paramètres d'une loi de Fisher. On fait ça, appliquons ça sur notre cas à nous, on a quoi? On a la première variance qui est égale à 14,5 au carré, la deuxième qui est égale à 15,1 au carré, et quand je fais le rapport des deux, je trouve 0,922 à peu près. D'accord? Je peux faire le calcul ici dans le calculateur, alors j'ai bien réglé les degrés de liberté correspondants, puisque la première variance, attention à ça, la première variance elle est calculée sur 25 personnes. Et donc les degrés de liberté de la première qui 2 que je dois rentrer comme paramètre de la Fisher, c'est 25 moins 1 égale 24.
Et puis 15,1 au carré est calculé sur un groupe de 30 personnes. Par conséquent, le deuxième degré de liberté que je dois saisir ici pour avoir l'afficheur modèle correct, c'est 30 moins 1, c'est-à-dire 29. Et je cherche ici à calculer, il peut faire le calcul pour vous directement, 14,5 au carré, vous vous rappelez en fait c'est la double astérisque qui permet d'obtenir le carré, divisé par 15,1 au carré, voilà, il vous donne la valeur. Et attention ici aussi, dans la mesure où il vous donne des résultats uniquement unilatéraux, à gauche ou à droite, mais on va faire nous-mêmes la multiplication par 2, il faut que vous réfléchissiez exactement comme pour le T de student en vous disant ce que je cherche à mesurer, c'est comment la statistique que j'ai obtenue est extrême. Et là, j'ai divisé la petite par la grande. D'accord ? Comme j'ai divisé la petite par la grande, je sais bien que je vais obtenir un résultat inférieur à 1. C'est normal. Toute la question pour moi est de savoir si c'est très loin de 1 dans les valeurs inférieures, très en dessous de 1. Par conséquent, une manière de mesurer le caractère extrême de cette valeur obtenue, dans la mesure où je sais que de toute manière c'est à gauche, c'est-à-dire dans les valeurs inférieures à 1, eh bien je dois cumuler à gauche de la distribution pour en prendre la mesure. C'est le cumul à gauche, je vais enlever mon affichage ici, c'est le cumul à gauche qui me renseigne sur le caractère extrême de cette valeur 0,922 en dessous de 1. Ok. Sauf que ici on est dans un contexte où l'hypothèse n'est pas unilatérale. J'ai pas posé comme question préalable, peut-on dire que la variance du premier groupe est significativement plus petite que la variance du deuxième groupe? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Si ça avait été ce que j'ai dit, alors oui, on se serait arrêté là. Par ailleurs, on aurait trouvé, puisque la valeur P est énorme ici, on aurait trouvé que cette différence est non significative également. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais quand même, c'est uniquement dans le cas où une question vous aurait été posée pour dire est-ce que la variance du premier groupe est plus petite que la variance du second groupe qu'on se serait arrêté là. Mais nous, ici, on est dans un contexte plus général où on cherche à tester l'égalité des variances ou bien la différence comme contradiction. Et par conséquent, je vais devoir multiplier par 2 cette probabilité cumulée pour avoir une valeur correcte. Alors vous voyez, c'est déjà énorme, multiplié par 2, ça va me donner 0,84, même un peu plus que ça, 0,80, un peu plus de 0,84. Donc très clairement, sans avoir besoin d'affiner mes décimales sur ce résultat, je sais déjà que ça n'est pas significatif. Donc ici, dans la conclusion, on trouve oui, alors là, dans cette partie-là, on voit ce qui se serait passé si on avait fait la division dans l'autre sens, d'accord? C'est aussi, naturellement, vous avez un choix tout à fait libre ici de faire votre division dans l'autre sens, tout comme tout à l'heure pour le T de student, on avait le choix de faire moyenne des filles moins moyenne des garçons, ou bien moyenne des garçons moins moyenne des filles. Dans le premier cas, on obtenait un T positif, dans l'autre cas un T négatif. Et bien ici, selon le sens dans lequel on va calculer son rapport, eh bien on obtiendra un F qui est inférieur à 1 ou supérieur à 1. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, ici, on veut prendre en compte les deux possibilités. Par conséquent, on multiplie par 2 la valeur P et on obtient une valeur P de 0,846, une valeur P qui est absolument énorme, de toute manière. D'accord ? Donc si on en jugeait par rapport à un seuil habituel de 0,05, on est bien entendu largement au-dessus. Et autrement dit, on n'est pas surpris par la disparité entre les deux variances, il n'y a rien de surprenant. En partant d'un test qui affirme l'égalité des variances, on arrive à un résultat qui est hautement probable, donc il n'y a pas motif d'alerte sur la différence des deux variances. Et ici, on est donc conclu à ne pas rejeter l'égalité des variances, qui était l'hypothèse de départ dans la construction du test.